Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Magloire Télévision à travers cette nouvelle édition du journal de ce 13 février 2026. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Voici les titres pour commencer. Au sommaire de ce journal, échanger sur le partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, surtout sur l'engagement mutuel à favoriser la paix, la stabilité et l'autorité de l'État dans la zone en conflit, était au menu d'un tête-à-tête entre le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yann McGarry, chargé des affaires de l'ambassade des USA en RDC. Et puis le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a pris part à la réunion stratégique à Addis Abeba en Éthiopie qui s'est tenue sous le thème « Assurer la disponibilité sûre pour atteindre les objectifs de l'agenda 2026 ». Les détails vous seront donnés dans cette édition du journal. Au sommaire encore, après Lubumbashi dans le Haut-Katanga où il a inspecté les travaux de l'aéroport international de la Loano, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est rendu aussitôt ce jeudi 12 février 2026 à Kananga dans le Kasaï central pour le même exercice. Et enfin, de son côté, le ministre des Infrastructures a procédé à la récupération du patrimoine public occupé illégalement depuis 2018 et ce, après la formation des techniciens spécialisés dans la formation de conduire des engins lourds. Et c'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, place à présent à votre journal. Encore une fois, bonsoir et surtout merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à vous à cette nouvelle édition du journal. Et pour commencer, nous sommes à la présidence de la République où Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce jeudi 12 février 2026 avec Yann McGarry, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo sur le partenariat stratégique entre les deux nations ainsi que leur engagement mutuel et à favoriser la paix, la stabilité et l'autorité de l'État, en particulier dans les zones affectées par le conflit. Les détails dans ce reportage. Yann McGarry est le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. C'est jeudi 12 février 2026, il a rencontré pour la première fois le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis sa nomination à ce poste. Au moment où la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique renforcent davantage leur coopération bilatérale stratégique, le chef de l'État et les diplomates américains ont évoqué les domaines de coopération entre les deux pays et la mise en œuvre de l'accord de Washington. C'était une discussion très positive. On a discuté nos domaines de coopération qui sont très nombreux et nous avons discuté les façons pour faire croître l'économie congolaise parmi le commerce et aussi notre coopération pour mettre en œuvre l'accord de Washington. La RDC et les États-Unis d'Amérique s'engagent à maintenir les contacts pour faire avancer les intérêts des deux États. Nous avons agréé de rester en contact et demeurer dans nos efforts. Il y a beaucoup d'intérêts partagés entre les États-Unis et la RDC et on va faire avancer tous ces intérêts dans l'avenir. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique a profité de cette audience pour féliciter le chef de l'État pour sa dernière visite à Washington aux États-Unis d'Amérique et son leadership salué par le président américain Donald Trump.
Et c'est sous le thème assurer la disponibilité sûre pour atteindre les objectifs d'Agenda 2026 que s'est tenue une réunion stratégique à Addis Abeba en Éthiopie à laquelle le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a pris part. Une accélération de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine. ZLECAf passe par le démantèlement tarifaire, a-t-il indiqué. Suivez. À 48 heures de l'ouverture du 39e sommet de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, ici à Addis Abeba en Éthiopie, le représentant de la RDC, Zambie, Zimbabwe, Botswana, en Afrique du Sud, sont autour du secrétaire général de la ZLECAf pour une accélération de la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Les travaux ont mis l'accent sur deux priorités stratégiques. Les démantèlements tarifaires, désormais soutenus par la contribution active des ministres des Finances pour donner des instructions aux douanes, et la modernisation des frontières entre ces 5 pays africains. Cette modernisation passe par la construction des postes frontaliers modernes avec l'appui du groupe DP World pour fluidifier le passage des marchandises et faciliter les commerces intra-africains. Selon les participants, l'objectif est double, réduire les délais et les coûts liés aux échanges transfrontaliers et préparer le pays africain à un marché unique plus compétitif, a souligné le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia. Les chefs d'État tiennent, en marge de ces sommets, d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de ces zones de libre-échange continentale africaine, qui est en fait la solution au développement du continent. Beaucoup de gens craignent que lorsqu'on va ouvrir les frontières, on va perdre suffisamment de recettes au niveau des douanes. Mais il a été question de pouvoir échanger mutuellement sur les bénéfices que nous allons obtenir de cette ZLECAf, parce que les libre-échanges concernent seulement les produits d'origine. Par ailleurs, les ministres du commerce de ces pays africains se retrouveront à Dubaï le 18 février prochain pour définir les modalités pratiques de cette modernisation des frontières dans le cadre de partenariat avec DP World. Autre chose, au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, son directeur de cabinet adjoint, Eline Kumbi Wakumbi, a pris part ce jeudi 12 février, à la cérémonie de signature de l'échange des notes entre l'ambassade de Japon et la République démocratique du Congo et l'Organisation internationale pour les migrations, ainsi qu'à la signature de l'accord de don entre l'Organisation internationale de migration, OIM, et l'Agence japonaise de coopération internationale. Les détails sont à suivre dans ce reportage. En signant cet accord de don, l'OIM et le Japon, par l'entremise de la JICA, s'engagent à accompagner le gouvernement pour relever les défis sécuritaires. Ceci rentre dans le cadre du projet d'appui à la consolidation de la paix par le renforcement de la cohésion nationale et l'amélioration de la sécurité au Tanganyika, la ville de Kalemi et certains territoires comme Nyuzu et Kongolo font face aux problèmes des groupes armés, des personnes déplacées et à des tensions intercommunautaires. Près de 7 millions de dollars, c'est l'enveloppe que le Japon prévoit pour ce projet à travers la JICA. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de justice, de sécurité et de cohésion sociale. Nous invitons toutes les parties impliquées à ne pas ménager efforts jusqu'à l'atteinte de ces objectifs. Alexandra Samsung, chef de mission de l'OIM, inscrit cette collaboration stratégique dans les priorités nationales. Depuis la retraite de la MONUSCO, la Provence n'est pas connue de résurgence majeure de violence. Cette stabilité illustre les efforts conjoints démontrés par les autorités locales, les forces de sécurité et les communautés eux-mêmes pour préserver la paix et consolider les acquis. Les représentants du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et Kumbi saluent cette collaboration et souhaitent voir les projets aboutir et
produire des résultats. Ces projets sera également d'un appui considérable et un bras séculier à la mise en œuvre du programme des PDDRCS dans la réinsertion sociale des ex-combattants. Et de son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Moukoko, a reçu en audience ce jeudi 12 février 2026 le nouveau secrétaire général de l'économie pour une rencontre de prise de contact. Les échanges ont porté sur 3 axes prioritaires, notamment la lutte contre la vie chère, la formalisation de l'économie informelle, ainsi que le redressement productif en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. Plus de détails dans ce reportage. 3 axes prioritaires au centre des discussions: la lutte contre la vie chère, la formalisation de l'économie informelle ainsi que le redressement productif en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a appelé le nouveau secrétaire général à veiller à la mise en place d'un cadre de travail approprié à l'informatisation des services et au maintien de la paix sociale au sein de l'administration centrale. Objectif: consolider une administration moderne, performante et orientée vers le résultat. L'autorité de l'économie nationale a également mis en lumière la dimension diplomatique croissante du ministère. Celle-ci s'est traduite notamment par la tenue prochaine du Forum économique Angola-RDC, le renforcement de la coopération maroco-congolaise avec la banque Al-Barid Bank, ainsi que la signature de l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Pour sa part, le nouveau secrétaire général Abolia Taba Mapolo a confirmé son engagement à mettre en action au service de l'administration afin d'intégrer et appliquer la vision du vice-premier ministre. Après avoir obtenu de son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, la vision par rapport au programme d'action du gouvernement, il nous a donné les orientations. En ce qui nous concerne, je lui ai rassuré de notre loyauté, mais aussi de notre disponibilité totale pour la matérialisation d'action du gouvernement dans notre secteur. Cette rencontre, il faut le dire, marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique administrative au sein du ministère de l'économie nationale, axée sur l'efficacité, la modernisation des services et la mise en œuvre rigoureuse du programme d'action du gouvernement. Autre chose à présent, après avoir effectué sa visite à l'aéroport international de la Loano dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est rendu ce jeudi 12 février 2026 à Kananga. Nous sommes dans le Kasaï central en vue d'inspecter les travaux qui sont effectués à l'aéroport international de Kananga. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a effectué dernièrement une visite d'inspection à l'aéroport international de Lubumbashi-La-Loano dans la province du Haut-Katanga. L'objectif était d'examiner minutieusement la mise en œuvre des recommandations émises par la mission d'assistance de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI, ainsi que les observations issues des audits de sûreté réalisés par l'autorité de l'aviation civile AAC de la République démocratique du Congo en vue de l'audit de l'OACI prévu dans un mois. Cette visite a également permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux de modernisation de l'aéroport international de la Loano à Lubumbashi, dont la réception est programmée pour le mois de décembre 2026. Dans la foulée, le vice-premier ministre s'est rendu à l'aéroport de Kananga, dans la province du Kasaï central, en compagnie de M. Harry Jagnak, PDG de Modern Construction, en vue d'examiner l'état d'avancement du chantier des nouvelles aérogares dont la livraison est prévue pour le 13 juin 2026. Cette belle initiative s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à moderniser les infrastructures aéroportuaires sur l'ensemble du territoire national. Guilain Nyembo, ministre d'État en charge du plan, a ouvert l'atelier national de présentation et de diffusion de résultats et de l'enquête sur les conditions de vie à des ménages, véritable outil stratégique d'aide et d'aide à la décision. Cette enquête éclaire la politique publique, renforce l'efficacité de l'action gouvernementale et appuie les interventions de partenariat. Nous en savons plus dans ce reportage extérieur.
Une première grande enquête nationale pour la République démocratique du Congo sur les conditions de vie des ménages depuis plus de 12 ans qui vient d'être présentée officiellement. Au total, plus de 24 000 ménages enquêtés sur toute l'étendue du territoire national. Désormais, la RDC possède un instrument des statistiques pour mesurer avec précision les conditions de vie des ménages. C'est une opération de collecte des données statistiques de référence réalisée par l'Institut national de la statistique INES sous la supervision du ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo. Cette enquête est l'expression de la volonté du gouvernement de définir les politiques publiques sur base des données fiables, actualisées et représentatives de la réalité congolaise. Elle permet d'une part au gouvernement de mieux définir ses priorités et d'évaluer ses interventions, et d'autre part aux partenaires au développement d'aligner leurs programmes sur les réalités statistiques. Dans ce mot, la directrice générale de l'INES, Élisée Tchovu Alima, a rendu tout d'abord un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a garanti la réalisation de cette enquête et à tous ceux qui ont contribué dans sa mise en œuvre. Elle a réaffirmé également son engagement pour la sensibilisation et la vulgarisation de cet outil au public. Cette activité a été réalisée avec l'appui financier de la Banque mondiale qui est déterminée à accompagner l'INES pour d'autres projets de développement durable. Avant de passer à une autre étape de ce journal, retenez qu'après 8 ans de spoliation du patrimoine public occupé illégalement depuis 2018, qui était le centre de formation des techniciens spécialisés dans la formation de conduire des agents lourds, a été récupéré jeudi 12 février 2026 et est désormais entre les mains du gouvernement. Et c'est le ministre des Infrastructures qui a procédé à cette opération. Voici les preuves. Le centre de formation des techniciens voyeurs du ministère des Infrastructures, spolié depuis 2018, est récupéré par les ministres des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. En prélude du déguerpissement de ses occupants illégaux, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, est allé sur ces installations, question de sécuriser ces patrimoines du ministère. Sur les lieux, accompagné du secrétaire général de son ministère, il a fait ses constats. Les constats, c'est l'état dans lequel se trouve le centre de formation des agents envoyés, qui est un pilier de la formation des agents qui sont utilisés dans le cadre des travaux publics, dans la conduite des engins, etc. Il n'existe tout simplement plus depuis quelques années, mais qui a été envahi depuis 2018. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des particuliers ici, il y a même des bars, il y a des gens qui ont signé des contrats, on ne sait avec qui, etc. Et donc on va mettre de l'ordre, redonner à l'État son domaine. Nous allons lancer un projet de réhabilitation et de modernisation de ces centres pour que nous ayons des agents envoyés formés. Nous sommes dans la dynamique d'acquisition des équipements de dernière génération, commandés et achetés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il faut des agents qualifiés pour les utiliser. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette première partie. Place à présent à l'actualité sportive. Les léopards dames U20 de la RDC poursuivent leur préparation à Lubumbashi et se sont entraînés pour la toute première fois ce jeudi 12 février 2026 au stade Kibasa Maliba de la Kenya avant de recevoir les Ivoiriennes dans le cadre du match retour du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026. On nous dit ici Grégoire Kazuiba dans ce commentaire.
Logés au Pullman Grand Hôtel de Lubumbashi, les léopards d'âme U20 de la République démocratique du Congo se sont entraînés pour la dernière fois au stade Kibasa Maliba de la Kenya le jeudi 12 février 2026. Après avoir regagné Lubumbashi, devenu leur quartier général depuis le retour de la Côte d'Ivoire, où elles ont perdu leur match Ali la semaine dernière par le score de 2-0 lors du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026. Dans la zone Afrique, depuis Lubumbashi, la préparation s'effectue dans la quiétude et dans une sérénité sous la direction de l'entraîneur Sandra Makumbele avant de recevoir dans le même stade les Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire dans une rencontre où les léopards dames U20 de la RDC doivent remonter la pente en vue d'espérer à une probable qualification pour l'étape suivante de la compétition. Les coéquipières d'Enkodi, Willa et Mukubai, pour ne citer que ceux-là, sont conscientes de la mission qui les attend. Pour y arriver, elles doivent gagner par 2-0 les Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire, ce qui reste jusqu'ici un défi majeur dans l'optique de redorer une autre image du football féminin congolais. Reste à savoir si les sols louchois se rapportent bonheur à l'équipe nationale féminine de U20 de la République démocratique du Congo. Pour rappel, la rencontre se jouera ce samedi 14 février 2026 sous les coups de 15h juste, qui de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire se qualifiera pour le tour suivant. La question reste pendante et la réponse c'est samedi. Nous disons donc bonne chance à nos léopards dames U20 et ça sera le tour de l'actualité en dehors de nos frontières nationales. Yvon Chimbalanga nous relate que l'international ghanéen Thomas Partey dans des sales draps. L'homme est poursuivi en justice en Espagne pour viol et agression entre 2021 et 2022. Et puis en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa s'en va en guerre contre la criminalité qui gangrène le pays. Arc-en-ciel, suivez. Bienvenue à cette nouvelle page internationale qui s'ouvre par cette poursuite judiciaire. Les ennuis judiciaires se multiplient pour Thomas Partey. Une nouvelle femme accuse le milieu des terrains de Villarreal de viol, alors que le Ghanéen était déjà visé par deux autres femmes pour des faits de viol et une autre pour agression sexuelle entre 2021 et 2022. Des accusations qu'il a toujours niées. Le procès dans le cadre de ces affaires a déjà été fixé au 2 novembre prochain, alors que pour les deux nouvelles accusations signalées à la police en août de l'année dernière, l'ancien sociétaire d'Arsenal doit comparaître le 13 mars prochain devant le tribunal de première instance de Westminster. Il est en liberté sous caution depuis août 2025 et poursuit sa carrière à Villarreal en Espagne à la fin de son contrat avec Arsenal. Ensuite, le président sud-africain a annoncé jeudi le déploiement de l'armée dans la lutte contre le crime organisé. À l'origine, les guerres entre gangs, des trafiquants de drogue et dans la région du Cap et les attaques liées à l'exploitation minière illégale dans la province des Gauteng, près de Johannesburg. Face au fléau, Ramaphosa promet la tolérance zéro. Le crime organisé constitue désormais la menace la plus immédiate pour notre démocratie, notre société et notre développement économique. Notre priorité cette année est de renforcer la lutte contre le crime organisé et les syndicats criminels. Nous ne pouvons pas combattre les criminels organisés avec des mesures légères. Nous devons agir avec une tolérance zéro et appliquer toute la force de la loi. Je souhaite que ce message soit clair. Il n'y aura aucune impunité pour les actes criminels et la corruption, a déclaré le président sud-africain. Au nombre des mesures promises par le président sud-africain figure le recrutement des 5500 policiers et le renforcement des services de renseignement. Et finalement, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine rejette la reconnaissance du Somaliland et appelle à un cessez-le-feu et au dialogue au Soudan. Jeudi, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a réaffirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie, rejetant toute reconnaissance du Somaliland en tant qu'État indépendant et a condamné l'ingérence extérieure dans les affaires internes du Soudan dans le contexte du conflit actuel. Le Conseil a publié une déclaration dans laquelle
laquelle il réitère sa ferme condamnation et son rejet de la reconnaissance unilatérale par Israël de la soi-disant République du Somaliland et exige sa révocation immédiate. Lors de la réunion ministérielle qui s'est tenue à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, le Conseil a déclaré qu'aucun acteur n'a le pouvoir ou la légitimité de modifier la configuration territoriale d'un État membre de l'Union africaine et que toute déclaration de ce type est nulle et non avenue et n'a aucun effet juridique en vertu du droit international. La déclaration ferme du Conseil de paix et de sécurité fait suite à l'annonce faite par Israël le 26 décembre dernier de sa reconnaissance officielle du Somaliland en tant qu'État indépendant et souverain, devenant ainsi le seul pays à le faire. Cette décision a suscité des vives critiques dans toute la région. Et ce serait tout pour cette randonnée en international. Mille merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Voilà, merci à toi Yvan Chibalanga. On va essayer de parler un peu de nous avant de nous séparer d'avec vous, chers téléspectateurs. La radio, ce média traditionnel demeure incontournable malgré la présence des réseaux sociaux actuellement en vogue, estime Didier Moukaleng, docteur professeur en sciences de l'information et de la communication en marge de la journée internationale de la radio célébrée chaque 13 février de l'année. Didier Moukaleng est l'invité de votre journal. Il s'est entretenu au téléphone avec Bovin Kazadi et je vous prie ici de suivre l'intégralité de leur entretien. Bonjour, professeur Didier Macal. Bonjour. Professeur Didier Macal, chaque 13 février, le monde célèbre la journée de la radio. Et vous, en tant que professeur et puis ancien journaliste, que représente cette journée? C'est une journée qui célèbre un des médias puissants, encore puissant aujourd'hui, malgré la percée remarquable des plateformes et du web de manière générale, tout ce qui permet de lire l'information sur Internet. C'est en tout cas en train d'émerger. Mais malgré cette fulgurante montée des plateformes de consommation de l'information en ligne, la radio reste un média à succès. En tout cas, il y a beaucoup d'études dans beaucoup de pays, beaucoup de contextes qui montrent que la radio reste le média quand on étudie les audiences, la classification des médias par audience. La radio reste souvent ou toujours en tête. Même dans des pays où Internet s'est fortement implanté, on écoute la radio soit en ligne, soit sur les anciennes plateformes, je vais dire les anciens outils, c'est-à-dire la radio sur son téléphone, en FM, la radio dans sa voiture, la radio à la maison quand on cuisine. Voilà, la radio est très mobile et très facile à consommer, contrairement à d'autres plateformes qui peuvent être très contraignantes. La radio coûte moins cher quand on doit la payer ou quand on doit simplement l'écouter. Pour nous dire que la radio demeure encore à ces médias incontournables avec la présence surtout des réseaux sociaux ces derniers, et surtout en plein 21e siècle. Oui, et le 21e siècle n'a rien contre avec la radio. Rien contre la radio. La radio, en tout cas, faites attention aux études de sondage. J'en ai lu 3 entre 2020 et 2021, et y compris le sondage de Target. La radio reste un média à succès. Je connais pas les études récentes jusqu'en 2025, je n'ai pas fait très attention aux études d'audience, mais la radio reste un média à succès, même si les réseaux sociaux émergent, mais il faut toujours se demander qui regarde les réseaux sociaux, qui va lire là-bas, qui s'informe sur les réseaux sociaux. C'est toujours des gens comme vous et moi, et des gens qui peuvent se payer Internet, et des gens qui peuvent avoir l'électricité chez eux. Internet, c'est pas pour tout le monde, alors que quelqu'un qui n'a pas Internet chez lui, qui n'a pas d'électricité chez lui, il lui suffit d'avoir 2 piles à mettre dans son poste radio. Et le poste radio aujourd'hui, fortement miniaturisé, qu'on peut jeter dans une poche
ou certains, quand ils voyagent de Lubumbashi vers son village, ils payent un poste radio parce qu'ils iront suivre les informations. Donc la radio reste très pratique. Quels sont les défis pour que la radio demeure, elle demeure toujours un média incontournable? Dans le contexte de chez nous, je pense que la radio n'avait pas encore fini à monter lorsque un bouleversement majeur est arrivé, c'est-à-dire les supports digitaux, les plateformes en ligne pour consommer l'information. Et parce que la radio, même si elle avait déjà un succès certain, mais on n'avait pas encore réussi à l'implanter partout. Et donc aujourd'hui, si nous pensons la radio par rapport à la ville de Lubumbashi, alors il faut dire que cette radio a besoin de se numériser, de se digitaliser. Professeur Didier Macal, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Lubumbashi, à la faculté des lettres. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions de Magloire Radio-Télévision. Merci beaucoup pour l'invitation. Et ça sera également la fin de cette édition du journal de ce vendredi 13 février 2026. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous convions le reste de nos programmes. À très vite. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.